Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Moodcast, le podcast Moodle FR, le rendez-vous mensuel dédié à la communauté francophone de Moodle. Je suis Azélis et aujourd'hui, Laurence Loison-Sossol, chef de projet Digital Learning chez Learning Touch, nous partage son retour d'expérience sur les ressources pédagogiques dans Moodle. Elle nous partagera aussi de bonnes pratiques pour utiliser Moodle au service de la pédagogie. Je vous partagerai par la suite le Best Plugin of the Month. Et pour finir, nous accueillerons Luigi Sansonetti, chef de projet LMS chez Learning Touch. Il nous aidera à décrypter la nouvelle version de Moodle 5.2. Alors, prêt à plonger dans ce Moodcast riche en informations, conseils et innovations ? C'est parti ! Bonjour Laurence et bienvenue dans ce 7e épisode du Moodcast. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît ? Oui, bonjour à tous. Je suis Laurence Loison-Sossol et je travaille au pôle innovation chez Learning Touch. Je suis chef de projet. Ok. Alors justement, dans ton rôle de chef de projet Digital Learning, tu es amené à utiliser à la fois des outils auteurs, mais aussi des LMS comme Moodle. Est-ce que tu pourrais nous indiquer un petit peu quelles sont les ressources et activités interactives natives à Moodle ? Est-ce que tu as l'habitude de concevoir ? Oui, alors au pôle d'innovation pédagogique, on conçoit souvent des cours pour les clients, que ce soit des entreprises ou des organismes de formation. Et du coup, on est souvent amené à travailler sur Moodle et à utiliser en fait les ressources et activités natives. Donc, il faut savoir déjà que Moodle propose une large palette d'activités et de ressources. En fait, quand on fait la distinction activité-ressources, les activités, c'est celles qui demandent une interaction. Et puis, les ressources, c'est pour diffuser du contenu. Qu'est-ce qu'on utilise que j'utilise, mais a priori, mes collègues aussi, c'est à peu près pareil. En termes de ressources, la ressource page, donc pour présenter des contenus et les ressources, donc dans une page, on peut mettre du texte, des images, des vidéos. Donc la page est intégrée directement dans Moodle, donc il n'y a pas besoin de passer par un autre outil. On peut aussi déposer des fichiers, donc de n'importe quel format, je dirais, PDF, PowerPoint, Doc, mais beaucoup plus aussi. On peut mettre un lien URL vers une ressource externe. On peut aussi créer un livre qui permet en fait de structurer le contenu. Donc, on fait des chapitres, on peut même faire des sous-chapitres. Et puis, on peut utiliser aussi ce qui s'appelle les zones texte et médias. C'est des tout petits blocs de texte. On peut mettre une vidéo, un audio. Donc, c'est vraiment très facile à faire. Les activités, sinon, on peut utiliser les tests qui comportent des questions relativement variées. En fait, des QCM, des vrais-faux, des textes à trous. Et puis, quand on manie bien le paramétrage, on peut faire des choses très avancées et très intéressantes, très fines aussi. Mais on peut aussi utiliser les quiz d'une manière assez basique. Donc, c'est assez facile. Le devoir aussi qui permet de déposer des fichiers, de mettre un texte en ligne, de créer un barème de notation. On peut utiliser aussi le forum pour les échanges asynchrones entre les participants. On a aussi, par exemple, le glossaire pour de la co-construction de définition, la base de données, la leçon qui permet en fait une navigation conditionnelle, arborescente avec des feedbacks, et puis toutes les activités H5P qui sont des activités interactives, modernes, je dirais aussi. On a du glisser-déposer, des vidéos interactives, on a des activités accordéon, et puis qui sont très très faciles à prendre en main en fait. Eh bien, merci beaucoup Laurence. En plus des activités natives de Moodle, comme c'est un LMS qui est open source, on peut facilement venir imbriquer plusieurs fonctionnalités. Et puis, il y a l'une des activités de Moodle qui s'appelle le paquetage SCORM. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et si c'est du natif ou pas de Moodle ? Alors là, non, c'est pas natif Moodle. En fait, un paquetage SCORM, c'est un standard e-learning qui définit comment un module de formation va communiquer avec le LMS. Donc ici, dans notre cas, avec Moodle. Donc, comment on s'y prend ? On dépose tout simplement un fichier SCORM, qui est un fichier zip, qui comprend en fait dans ce fichier zip, on a tout le contenu et puis on a le code de communication avec la plateforme. Comment on intègre le SCORM sur Moodle ? On importe le fichier zip et puis on fait le paramétrage qui est relativement simple. En fait, quelle est la notation ? Quel est le nombre de tentatives qu'on veut proposer à l'apprenant ? Et puis le type de progression qu'on souhaite avoir. Et à partir de là, en fait, Moodle va lire les données SCORM pour suivre la progression de l'apprenant, son score, le temps passé, et ça va tout remonter ces infos-là dans les journaux.
avec quel outil en fait donc on conçoit un score, mais effectivement c'est pas dans Moodle directement, c'est avec ce qu'on appelle des outils auteurs, Articulate Storyline, Rise. Pour donner des exemples, hein, on a la suite iSpring, on a Lectora, on a Genially aussi, mais il y en a d'autres aussi. Mais là, ce sont les plus connus, ouais. Ok, merci beaucoup. Quels sont les avantages d'utiliser le package SCORM dans Moodle plutôt que simplement publier le module via un lien HTML? En fait, il y a plusieurs avantages à ça, c'est-à-dire qu'on a la traçabilité. Le LMS, en fait, enregistre le score, le temps, le statut. Est-ce que l'apprenant a terminé ou pas? Est-ce que c'est en cours? Est-ce qu'il a réussi? C'est aussi tout un packaging, c'est-à-dire que tout le contenu est intégré dans un seul fichier portable. On peut aussi réutiliser en fait ce zip dans un autre cours ou dans un autre LMS. Donc c'est réutilisable. Enfin, on a aussi l'interopérabilité, c'est-à-dire la compatibilité avec la majorité des LMS. Et puis je pense que ce qui peut être aussi un avantage, c'est que potentiellement l'ensemble des formateurs qui vont utiliser la plateforme Moodle, ils vont pas forcément tous être amenés à concevoir des modules e-learning avec des outils auteurs. Donc ça peut être aussi intéressant d'utiliser des outils auteurs externes pour la création des SCORM et par contre de les proposer à la diffusion dans les cours de potentiellement une partie ou une majorité des formateurs qui ont accès à la plateforme Moodle. Ouais. Laurence, pour terminer, quelles seraient pour toi les bonnes pratiques à garder en tête pour bien scénariser des parcours dans Moodle en utilisant des packages SCORM? Déjà, peut-être clarifier les objectifs, je dirais. Chaque section, chaque carte doit répondre à une intention pédagogique qui soit identifiable, donc être très clair aussi dans ses intentions en tant que concepteur. Varier les types d'activités, en sachant que Moodle le permet, vraiment, c'est assez facile de varier les activités. Donc, il faut alterner la découverte par des activités via des activités pages, des activités vidéo, des activités SCORM, avec des activités d'appropriation à travers des quiz, des H5P, des forums et des activités d'évaluation autour du test et du devoir. Un autre élément, je dirais, c'est bien structurer la progression, faire des étapes logiques, amener des activités concrètes dans la mesure du possible, et puis amener aussi faire des apports de contenu. Vous pouvez jouer aussi avec Moodle sur la navigation, donc c'est aussi donner du sens à la navigation, utiliser la leçon par exemple ou les restrictions d'accès pour guider. Et puis aussi prévoir des feedbacks assez clairs et des visuels sur la progression aussi. Et puis, n'oubliez pas la formation à distance. Enfin, l'apprenant, il attend aussi de voir qu'il y a un humain derrière. Et du coup, vous devez montrer qu'il y a un humain derrière pour que ce soit intéressant. Donc, n'hésitez pas à intégrer un message de bienvenue. Le style, il dépend aussi de votre public, bien sûr. Donnez des consignes claires, des retours personnalisés dans la mesure du possible. Mais montrez que vous êtes là. Voilà, en gros, pour les conseils que j'aurais. Ok, merci beaucoup Laurence. Et j'ai une dernière question qui me brûle les lèvres, je pense, depuis que je suis arrivée chez eLearning Tech. Le quiz, il vaut mieux l'intégrer dans le SCORM ou bien dans Moodle? Je dirais dans Moodle. Ok. C'est plus simple parce qu'on a accès à la banque de questions, on peut réutiliser les questions ensuite, on a un paramétrage qui est assez varié. Voilà, sauf si vous voulez faire quelque chose de très, très visuel. Dans ce cas, vous mettez le quiz dans le SCORM. Ok. Et puis niveau aussi peut-être modification, ou en tout cas actualisation, ce sera beaucoup plus simple de le faire directement dans Moodle que dans le package SCORM créé avec l'outil auteur. Ouais, exactement. Ouais. Très bien. Surtout qu'il y a aussi donc l'outil auteur iSpring qui a créé son propre plugin Moodle pour justement pouvoir venir mesurer question par question quelles sont les réussites de chacun des apprenants. Donc ça peut être aussi intéressant d'utiliser ce plugin-là lorsqu'on utilise iSpring, bien sûr, pour avoir des quiz qui sont à la fois jolis, mais aussi complètement bien intégrés dans Moodle pour avoir l'ensemble des données reporting et pouvoir délivrer des certifications, en tout cas des récompenses, des badges, etc., qui vont venir attester des compétences acquises par nos apprenants. Ok, super, merci beaucoup Laurence. Est-ce que tu voudrais donner un dernier petit conseil à nos auditeurs? Faites-vous plaisir, c'est un petit terrain de jeu. Je ne sais pas si c'est très professionnel de dire ça, mais voilà, n'hésitez pas à essayer. Merci beaucoup Laurence et à très bientôt. Merci et bonne journée à vous tous. Passons maintenant à la version 5.2 de Moodle avec Luigi. Bonjour Luigi. Bonjour Azilis.
Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur cette version 5.2, s'il te plaît? Alors, la nouvelle version 5.2 de Moodle est sortie effectivement assez récemment, mais elle se présente vraiment comme une mise à jour assez classique de suivi pour la version 5, qui rend toujours Moodle un peu plus moderne, dynamique, accessible, encore plus clair et performant qu'avant. Donc, il y a eu effectivement des petites choses quand même qui sont assez intéressantes à mettre en avant dans ce podcast, par exemple. Quel teasing, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ces nouveautés, s'il te plaît? Alors oui, effectivement, cette solution de 5.2 se focalise surtout sur 2 grands axes qui sont quand même améliorer la productivité, ça au niveau de la pédagogie, des concepteurs. Donc ça se veut un petit peu plus facilitant encore et encore. Donc c'est toujours une perspective d'amélioration continue avec Moodle depuis maintenant 25 ans. Ça, on va plus trop en parler. Qu'il y a ça et aussi une grosse amélioration et une grosse perspective de moderniser un petit peu l'infrastructure technique aussi. Ça a déjà été amorcé avec les précédentes versions en 5.1 et là ça continue encore et encore, surtout pour les développeurs et les administrateurs. Ok, super, merci beaucoup. Côté pédagogie, qu'est-ce que toi tu retiens comme optimisation qui va te faciliter la vie en tant que chef de projet Moodle? Alors, il y a plusieurs choses. On va d'abord se focaliser sur l'apprenant. On va partir du premier utilisateur jusqu'à l'utilisateur qui va gérer un peu les choses. Donc, c'est vrai que pour l'apprenant, bon, il y a eu des petites choses aussi en amélioration. Donc, les informations sont un peu plus claires pour l'apprenant, surtout au niveau des restrictions, des conditions d'accès. C'est un petit peu plus lisible dans le cours et dans l'élément même qui est contraint. La navigation aussi a été un peu améliorée. Quelque chose que moi j'aime bien, c'est par exemple les sous-sections. Ça a été amorcé déjà il y a 2 versions. La navigation dans les sous-sections, il y a eu des petites discussions dans la communauté et là ça a été simplifié. Il y a plus forcément de nouvelles pages, ça se fait dans le cours directement. Donc le cours reste toujours visible. On n'a plus à revenir pour savoir où on en est. Ça, c'est déjà un peu plus intéressant d'un point de vue utilisabilité pour l'apprenant. Ouais. Alors, une petite chose aussi pour les apprenants, parce que ça peut être intéressant, même si le forum de type questions et réponses n'est pas très utilisé, à mon sens, c'est un peu dommage parce que c'est quand même quelque chose de pédagogique assez intéressant. Mais les questions-réponses, l'enseignant pose une question à travers son forum et l'apprenant répond et doit répondre avant de voir les autres réponses. Et jusqu'à maintenant, c'était un peu long, il fallait attendre les 30 minutes classiques du cron, du forum, pour que ça s'affiche. Maintenant, c'est un peu plus en temps réel. Ça, c'est une amélioration au niveau de la dynamique pédagogique pour l'apprenant. Pour faire du synchrone, ce sera un petit peu plus facile. C'est ça, tout à fait. Alors, donc pour améliorer l'engagement des enseignants, il y a eu aussi des choses importantes de fait. Surtout, quelque chose que moi aussi qui me plaît, c'est la correction à plusieurs évaluateurs. Maintenant, dans l'activité devoir, il est possible de dire qu'on va avoir 2 ou 3 évaluateurs différents. Donc c'est le multiple évaluateur qui sera maintenant de base dans l'activité devoir et on peut passer de 1 jusqu'à 10 évaluateurs sans problème. Ça fait beaucoup de monde 10, mais on sait jamais. On ne sait jamais pour les universités ou les grandes structures qui se répartissent un petit peu les tâches des évaluations de groupe ou des choses comme ça. Là, ça peut être très pratique. Et c'est natif. Mais on peut quand même corriger à une seule personne si on veut. Ah, on peut rester en mode classique et voilà, oui, tout à fait. Super. Tout à fait. Voilà. Pour l'engagement, du moins. Côté formateur-enseignant. C'est ça. Super. Et côté plutôt gestionnaire de plateforme, est-ce que tu as observé aussi des éléments qui pourraient faciliter un peu la vie de nos gestionnaires? Alors, pour les gestionnaires, oui. Alors, il y a toujours le focus IA, l'intégration de l'intelligence artificielle avec Moodle qui est dans une optique très responsable, je trouve, qui est vraiment, c'est un outil, on met à disposition, on s'en sert ou pas, mais on n'est pas obligé de s'en servir. Et là, ce qui a été fait aussi pour nous les gestionnaires, c'est qu'il y a d'autres fournisseurs d'accès qui ont été intégrés. Donc, au fur et à mesure, il y a une plus grande richesse de ce qu'on appelle des providers d'intégrer dans Moodle. Donc, on a vraiment de plus en plus de choix tout de suite disponibles de façon native. Donc là, les 2 derniers, c'est
c'est Google et Amazon qui ont été Ok. intégrés de base maintenant disponibles. Donc Gemini et Bedrock pour Oui, ceux qui connaissent le nom des LLM. voilà. Gemini et Bedrock, tout à fait. J'oublie de préciser un peu ces petits éléments. Pas de souci. Travail d'équipe. Après, oui, bon, il y a toujours des améliorations au niveau de l'interface. Donc, les gestionnaires ont peut-être un peu moins de retouches à faire, d'ergonomie ou de choses de ce type-là. Par exemple, il y a la page de connexion qui a été aussi entièrement refaite, repensée. Donc, on n'a pas forcément besoin de développer quelque chose pour habiller la page de connexion. Maintenant, de base, il y a une illustration. Il y a un texte sur cette illustration qui présenterait éventuellement les statistiques de la plateforme, de l'organisme de formation, de l'école. Donc là, bon, effectivement, pour l'instant, c'est les chiffres de Moodle, c'est normal, mais c'est des choses qu'on peut vraiment personnaliser et manipuler très facilement maintenant, de façon vraiment assez classique. Et il y a aussi les éditions de cours qui ont été simplifiées. Par exemple, les sous-sections, on peut les dupliquer assez facilement maintenant. Donc, pour préparer les cours pour des formateurs ou les créateurs de cours, ils peuvent le faire aussi aisément. Et quelque chose qui a été amélioré aussi, c'est le travail de fond pour les duplications des cours. Quand il y a des cours qui sont très gros, c'est vrai que ça nécessitait beaucoup de ressources. Maintenant, ça a été basculé dans les tâches de fond, comme on dit, dans les tâches asynchrones. Donc, c'est beaucoup plus transparent et fluide pour ceux qui restent à travailler sur la plateforme en même temps qu'on fait des réinitialisations de cours. Voilà. Eh ben super, merci. Et côté développeur, est-ce que tu as aussi observé quelques petits changements? Alors oui, pour les développeurs, bah là, c'est toujours dans la continuité d'amélioration de la gestion et de la sécurité de la plateforme, mais surtout dans la gestion et dans l'interface et dans la modernisation de l'interface Moodle. Donc il y a deux choses principalement. Donc il y a deux consolidations, donc des choses qui sont déjà amorcées dans la 5.1, c'est la nouvelle arborescence, et il y a aussi une consolidation de Composer, donc l'installation via Composer. Donc ça a été amorcé déjà dans la précédente version, mais c'est de plus en plus maintenant ancré et stable. Donc ça va nous aider après à mettre à jour facilement des éléments, des choses comme ça. Et il y a surtout un gros travail sur l'interface avec React. Donc React, c'est un framework de design qui est maintenant intégré dans Moodle, et ça va ouvrir effectivement des perspectives de simplification de développement, et surtout pour avoir une interface beaucoup plus moderne et réactive à l'avenir. Et donc ça va aussi gagner en souplesse, en dynamique, en vitesse d'exécution et en look. Et toujours pour ce look, il y a aussi tout un travail fait sur le design system, donc le MDS, le Moodle Design System, et intégré aussi avec des tokens. Donc on aura juste des mots-clés à rappeler dans les thèmes ou dans le développement pour utiliser des images toutes faites ou des interfaces prêtes à l'emploi. Donc ça aussi, c'est un gros travail qui est amorcé dans la 5.2 et qui va continuer encore sur les prochaines versions pour améliorer davantage la personnalisation de Moodle comme on veut, quand on veut. Parfait. Et côté administrateur de plateforme, est-ce que tu as aussi quelques petits retours à nous faire sur cette version 5.2? Alors pour les administrateurs, c'est toujours aussi sur l'IA, donc de nouveaux providers et toujours la possibilité de dire que comme on a plusieurs providers possibles, on ne sera pas bloqué avec un seul pour tout. Chaque élément pourra être décidé. C'est-à-dire que si on veut les résumés des textes, on peut utiliser tel provider. Si on veut créer des contenus, ça sera tel autre provider. Voilà, on est vraiment libre d'utiliser différents providers même en même temps et pour différentes cibles différentes. Ça, c'est bien. On peut donner une capacité différente à plusieurs LLM au sein de la même plateforme, quoi. C'est ça, tout Ok. à fait. Et après, il y a deux petites subtilités aussi qui peuvent nous aider aussi, nous, administrateurs, ou quand on fait, par exemple, des sauvegardes de cours ou des choses comme ça. C'est toujours des noms par défaut qui peuvent parfois ne rien dire du tout à celui qui fait la gestion. Mais là, on va pouvoir personnaliser le nom des sauvegardes directement avec des mots-clés ou avec des choses vraiment individualisées pour son institution, son école proprement. Alors, dernière touche aussi pour l'accessibilité.
qui n'est pas en reste, hein. On est toujours dans cette perspective aussi d'améliorer l'accessibilité de la plateforme. Là, il y a eu une amélioration au niveau de l'interface. Les caractères sont augmentés à 16 px pour que ce soit davantage lisible pour les gens. Ça, c'était la dernière petite information que je voulais vous donner. Et de taille, du coup. C'est ça. Merci beaucoup Luigi. Parmi toutes ces actualisations au niveau de la version 5.2 qui n'est pas une version LTS, la prochaine version LTS ce sera la 5.3 et elle va sortir au mois d'octobre 2026. Donc parmi celles de la 5.2, quel changement, quelle mise à jour est ta favorite? La première, c'était la page de connexion qui était enfin habillable et habillée facilement plutôt qu'un simple cadre avec les champs. Donc ça, c'est déjà bien. Bon, il y avait l'image de fond qu'on pouvait mettre, mais là, maintenant, c'est en 2 panneaux, c'est un petit peu plus sympathique. Mais celle que j'aime bien et que je n'ai pas précisé forcément, c'est qu'ils ont aussi simplifié l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a la page d'accueil et dans la page qu'on appelle tableau de bord, maintenant, dans la page de tableau de bord, le bloc de calendrier qui prenait beaucoup de place, il est maintenant déplacé dans la zone de tiroir de bloc. Et on a de base, par défaut, dans le tableau de bord, la vue des cours qui est aussi ajoutée, que nous, on ajoutait très souvent en fonction de la personnalisation pour nos clients. Maintenant, nativement, dans le tableau de bord, on a aussi la vue d'ensemble des cours directement installée. Et ça, c'est assez appréciable. Ça, j'aime bien. Parfait. Et je crois que niveau navigation, il y a eu aussi quelques petites simplifications, notamment au niveau de nos différents onglets quand on est connecté à Moodle en tant qu'apprenant. Il me semble qu'il y en a un petit peu moins que sur la version 5.1 par défaut. Alors, il y a un peu moins d'onglets, c'est vrai. C'est vrai. Donc ça, il n'y a rien qui t'échappe. Hein. Rien ne t'échappe. Rien. J'ai mené mon entraînement. Alors, bonus. Allez, je vais vous en dire une autre qui m'intéresse aussi et qui m'a bien plu quand j'ai vu ça dans les tests qualité. C'est l'index du cours. Voilà. L'index du cours, maintenant, dans l'index du cours, il y a le titre du cours qui est cliquable tout en haut. Et comme ça nous permet de revenir tout de suite à l'origine du cours, à l'accueil du cours, sans passer par le fil d'Arial ou les menus de notre navigateur. Donc ça, c'était le petit bonus que je voulais aussi citer. Cadeau. Merci beaucoup, Luigi. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ou c'est OK pour toi pour cette version 5.2? Non, pour moi, c'est OK. C'est une version qui est toujours dans la continuité. Hein, ça, je le répéterai jamais assez. C'est la continuité d'amélioration. Au fur et à mesure, il y a effectivement des choses qui se font et c'est toujours dans le bon sens et dans le sens de la communauté, de la pratique. Super. Eh bien, merci. Et si besoin, on a aussi un petit article de blog qui est sorti fin avril. Donc, si jamais vous voulez voir en image ou version texte, il y a la documentation e-learning touch et puis il y a également la documentation officielle de Moodle qui est disponible et qui sera disponible dans les ressources de ce Moodcast. Pour aller sur une thématique un petit peu plus pointue, je crois qu'aujourd'hui tu voulais nous parler de plugins qui sont d'ores et déjà disponibles sur la version 5.2 de Moodle. Alors oui, on a nous développé 2 plugins qui sont dans une orientation d'aide et de simplification. Par exemple, nous avons Parent Manager. Nous avons donc développé un petit plugin qui permet de gérer la relation parent-enfant. C'est toujours assez problématique pour des structures de formation ou d'université où on a des tuteurs et des apprenants, ou même pour des écoles où on a des parents qui doivent pouvoir se connecter pour suivre leurs enfants, ce qu'ils ont fait. Et dans la façon native de Moodle, faut aller dans le profil de l'utilisateur, dire que c'est un tel qui est son parent, aller dans un autre profil et dire que c'est un tel qui est son parent, et on n'a pas forcément la vue ou la traçabilité de toutes ces relations qu'il y a dans Moodle. Et donc avec ce plugin-là, on aura la liste d'un parent, on choisit quelqu'un et on lui associe plusieurs utilisateurs très facilement en les sélectionnant dans une liste. On peut associer une cohorte directement aussi à un parent. Et après, on aura une carte, on aura la liste des parents, la liste des enfants par parent. Et ce qu'on a aussi amélioré, c'est que à l'intégration du plugin, le rôle parent est par défaut créé.
Voilà, on n'a plus besoin de créer un rôle. Le rôle est créé automatiquement aussi à l'installation du plugin. Formidable, merci. Donc ça simplifie effectivement beaucoup de tracasseries des gestionnaires dans les créations des rôles, dans les relations. Tout se fait maintenant en interface et c'est assez facile. Et le deuxième, comme tu m'as dit 2, donc le deuxième, ça sera le bloc qu'on appelle My Progress, ma progression. Donc alors il existe déjà des blocs de progression, mais dans ces blocs de progression antérieurs ou complémentaires, l'étudiant se voit lui. Là, dans le bloc My Progress, nous avons fait en sorte que l'étudiant se voit, ça c'est facile, mais puisse aussi se comparer aux autres. Non pas nominativement, mais de façon plutôt globale. Donc il va avoir sa progression, et il va avoir sa progression par rapport aux autres apprenants de son propre groupe, par exemple de groupes de travail, de groupes thématiques ou d'autres choses comme ça, de track ou de spécialités. Il va aussi pouvoir se comparer en fonction de la cohorte dans laquelle il se trouve. Cohorte de promotion, ben voilà, il en est à tant de pourcentage, alors que sa promotion, elle est à tant d'autres pourcentages, par exemple. Voilà, donc ça, c'est une idée de se positionner par rapport aux autres, si on est en avance, en retard, au même rythme. Donc toujours pour essayer de se positionner en tant qu'apprenant. Est-ce que j'ai des difficultés ou est-ce que je peux aider les autres parce que je suis plutôt en avance ou ainsi de suite. Et bien sûr que le formateur a le choix d'afficher une progression de cohorte ou une progression par groupe ou pas. Super. Ça va aussi faciliter l'engagement, parce que si un apprenant se trouve un petit peu en retard par rapport à l'avancement global de la cohorte, ça lui permettra aussi de se dire, bon voilà, il faut que j'avance un petit peu plus rapidement et efficacement pour que je sois en adéquation avec ce dont parlent les autres personnes de ma cohorte. Tout à fait. Ou au besoin d'aller voir son enseignant ou ses collègues, mais de savoir où il en est par rapport aux autres aussi, ça peut être aidant. Merci Luigi pour ton tour complet de la version 5.2 de Moodle. Pour le Best Plugin of the Month, posez-vous cette question. Que se passe-t-il à la seconde exacte où vos apprenants se connectent à votre plateforme Moodle ? Ils atterrissent tous sur le même tableau de bord standard. Pourtant, un alternant et un salarié pressé n'ont pas du tout les mêmes besoins. Pour optimiser leur accueil, je vous conseille d'adopter le plugin Redirect After Login, maintenu par les experts d'e-Learning Touch. Son point fort, orienter automatiquement vos utilisateurs au bon endroit, au bon moment, dès leur connexion. C'est l'outil idéal pour individualiser les parcours. Vous pouvez configurer une redirection globale vers une page d'actualité ou une redirection par cohorte pour envoyer chaque profil d'apprenant directement vers son espace dédié. Et pour vous, gestionnaire, pas de panique. Le plugin a tout prévu. Vous pouvez vous exclure de ces règles pour conserver vos accès directs à vos espaces sans être impacté par les flux de redirection apprenants. C'est la bonne pratique pour personnaliser l'expérience utilisateur et booster l'engagement dès la première seconde. Testez-le, vos apprenants vont l'adorer. Pour terminer, ne manquez pas le rendez-vous annuel de la communauté francophone de Moodle, le Moodle Mood France 2026, qui se déroulera du 8 au 10 juillet à l'Université de Tours. La thématique super-héros et Super Moumout a prévu une mission à base de données, de collaboration, d'évaluation, d'IA, de développement, de plugins, d'accessibilité et de compétences. E-Learning Touch sera présent à ce Super Moodle Moot. Nous animerons une conférence avec Polyaero sur la thématique algorithmes et données, deux super-héros indispensables pour la mise en place d'Adaptive Learning dans Moodle. Nous avons hâte de tous vous retrouver. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons déjà à la fin de cet épisode du Moodcast. Nous espérons que nos bonnes pratiques pour vos ressources pédagogiques et notre décryptage de la version 5.2 de Moodle vous seront d'une grande aide. Si vous souhaitez nous proposer d'autres sujets pour nos prochains épisodes ou simplement nous communiquer vos retours, n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires dans notre post dédié sur LinkedIn. On vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode du Moodcast. À très bientôt!